Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec Paul-Armand Girard, qui est un consultant minier pour Renford Resources. Monsieur Girard a travaillé autant du côté exploration que exploitation. Mhm. Oui, Alors, puis aujourd'hui, on aimerait ça qu'il nous parle du dernier communiqué de presse que Renford a émis. Oui, parce que dans le fond, tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis accompagné Randford, mais quand je vois ces communiqués de presse-là, tu sais, je mentirais, je dirais que je les comprends à 100%. Et ce qui arrive, c'est qu'il faut toujours que j'aille sur Internet, je fasse mes recherches. Puis encore là, mes recherches, ils ne m'amènent pas au point où est-ce que je peux comprendre avec certitude exactement ce que je vois. Tu sais, je comprends que Randford, ils ont des très belles propriétés. Ils sont vraiment dans le bon domaine, en fait, leurs intérêts et ce qu'ils découvrent s'alignent avec le futur. Mais je me mets dans les pieds d'un investisseur qui ne connaît pas ça et surtout qui veut peut-être avoir un leg up sur ce qui est vraiment les minéraux du futur. Ça serait peut-être important qu'ils comprennent ces communiqués-là. Donc, c'est pour ça que M. exactement. Girard est ici aujourd'hui. On aimerait ça que vous nous donniez peut-être un petit recap. Fait qu'on vous Un laisse y aller. recap, un crash course sur comment, lire des communiqués de presse comme ça et qu'est-ce que ce communiqué de presse-là en particulier annonce pour Renford. Good. Alors, merci Jean-Michel et Louis-David de l'invitation. Ça me permet de pouvoir m'adresser à votre clientèle. Et effectivement, le dernier communiqué est très bon. Il montre à nouveau une très belle progression de la valeur de la propriété Surimo, qui est détenue en droits exclusifs par Renford. Je dis à nouveau parce que c'est le 25e communiqué concernant Surimo depuis l'acquisition en mai 2020 de cette immense propriété de plus de 300 km². Donc, pour répondre à votre question, on a besoin d'un petit préambule, ce que je vais faire immédiatement, en vous disant que dans tous les cas, sans aucune exception, l'information qui a été livrée ou transmise concernant Surimo est non seulement encourageante, mais et surtout jamais décevante. Je m'explique en disant que depuis le premier communiqué jusqu'à aujourd'hui, petit pas par petit pas, au rythme des programmes d'exploration, Renford progresse de façon constante dans la connaissance et la valeur du gisement Surimo, qui est un gisement polymétallique contenant du nickel, du cuivre, du cobalt, du zinc, platine et palladium, de l'or, de l'argent et fort probablement du lithium et d'autres métaux. Mais pour bien comprendre le communiqué du 29 mars, on a besoin de le mettre en contexte. Un, les résultats annoncés totalisant 28 forages à ce jour sur la cible Victoria West, qui est située à l'extrémité ouest d'un corridor magnétique d'une longueur de 20 km. La cible Victoria West, à elle seule, mesure 6 km de longueur et les 28 forages qui ont été réalisés à ce jour ont couvert une portion latérale de 2,2 km. En moyenne, la profondeur des forages se situe autour de 200 mètres, soit l'équivalent de l'équivalent de la profondeur d'une éventuelle fosse à ciel ouvert. Toutefois, il y a quelques forages quand même qui sont allés plus profonds, jusqu'à environ 350 mètres de profondeur, avec des résultats quand même très étonnants. On va voir ça un petit peu plus tard. Quatrième point, tous les résultats de forage à ce jour, incluant ceux du dernier communiqué, celui du 29 mars, c'est très important, confirment la validité de la signature géophysique qui a permis d'identifier justement le corridor de 20 km de longueur, laquelle, je vous rappelle, laquelle signature géophysique date de plus de 20 ans et a été faite à haute altitude par le ministère des Ressources naturelles. Et c'est pourquoi Renford a réalisé tout récemment un nouveau levé géophysique aéroporté plus performant et à basse altitude. Le cinquième point à retenir avant d'arriver au résultat, c'est plus précisément, de façon plus précise, l'ensemble des résultats, incluant les 7 derniers forages
révèle un pattern d'enrichissement à haute teneur, à différentes profondeurs et en plusieurs endroits, ce qui éventuellement pourrait donner lieu à un gisement robuste avec de larges zones à faible teneur associées à de multiples zones enrichies. Lorsqu'il s'agit d'exploiter un gisement, c'est le meilleur des mondes pour un producteur parce que les zones enrichies permettent un mixage avec des zones à très faible teneur et ce qui permet d'élargir ou de définir une plus grande dimension physique au gisement tout en prolongeant la durée de vie de l'exploitation. La plus belle preuve est notre voisin immédiat, la mine d'or canadienne Malartic, qui exploite quand même le plus gros gisement d'or à ciel ouvert au Canada avec une teneur moyenne de 0,9 grammes par tonne d'or, ce qui est une teneur très, très faible, mais c'est la puissance physique du gisement et les épaisseurs minéralisées associées avec une usine de traitement à haut volume, on parle de 55 000 tonnes par jour, qui fait que la faible teneur est compensée par les deux éléments, épaisseur des zones aurifères et 55 000 tonnes par jour. Alors, cette mine-là dégage quand même de gros profits. Et ce pattern-là peut s'appliquer à tous les gisements, qu'ils soient dans l'or ou dans les dépôts polymétalliques. Si on revient à la propriété Surimo, pour l'instant, nous en sommes à l'exploration. Comme le disait récemment Mme Brewster, la présidente de Renford, nous ne sommes pas en train de rechercher ou de chercher à prouver qu'il y a présence de métaux critiques et stratégiques sur Surimo. C'est une étape qui est déjà franchie avec succès. Ce que nous cherchons à faire, c'est nous travaillons maintenant à définir une dimension physique, en largeur et en longueur, impressionnante au gisement actuel, c'est-à-dire la cible Victoria West, ce qui, tôt ou tard, va contribuer à en augmenter la valeur, à attirer l'attention des investisseurs et à propulser Renford parmi les leaders en exploration en matière de métaux critiques et stratégiques. Quant aux teneurs qu'on a obtenues par forage, c'est important de retenir deux éléments avant de se faire une idée de la valeur de Surimo. Le premier élément, c'est la dimension physique du gisement. On parle ici, on se concentre actuellement sur la cible Victoria West qui a une longueur de 6 km. C'est plus long en longueur que le gisement d'or de notre voisin exploité par Agnico et Yamana. Cette longueur de 6 km-là montre à travers la signature géophysique une grande uniformité. C'est ce qui laisse supposer que les 2,2 km qui ont été testés par forage ont de bonnes chances de s'appliquer sur toute la longueur de la cible. Et c'est d'ailleurs ce que Renford va tenter de prouver dans les prochains mois. Le deuxième élément à retenir, c'est la présence massive de sulfure, non seulement tout au long du corridor de 20 km, mais aussi dans d'autres corridors, dont un corridor dépasse les 30 km de longueur et est dominé par la cible Houston, où nous avons obtenu à partir d'un échantillon choisi jusqu'à 1,9 % nickel, 1,38 % cuivre, 0,012 % cobalt et la présence d'or et d'argent. Le nickel dans les sulfures est très important parce qu'il détermine sa qualité. Donc, je vous fais une petite parenthèse. La majorité des découvertes de nickel dans le monde se font dans les latérites ou les silicates, et ce qui en fait un nickel de pauvre qualité. Donc, on a besoin de découvertes très, très massives pour en arriver à produire un nickel qui va être utilisé pour les appareils communs, c'est-à-dire votre lampe de poche, votre télécommande, l'alarme incendie, toutes ces choses-là sont des batteries qui peuvent être faites à partir de nickel de plus ou moins bonne qualité. Le nickel dans les sulfures est une qualité supérieure
et surtout quand il est associé avec un minéraux qu'on appelle la pendelantite, ce qui est le cas observé jusqu'à date dans Surimo. Alors, ça, c'est une particularité qui est très importante. La deuxième, c'est plus votre gisement va être gros, plus les teneurs vont être faibles. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, peu importe que ce soit dans l'or ou dans les minéraux critiques et stratégiques, un petit gisement égale des concentrations élevées de minéraux, donc vos teneurs sont élevées. Un gros gisement est ce qu'on pourrait dire l'interprétation d'une dissémination. Donc, il y en a partout, mais les teneurs sont plus faibles. Du point de vue d'un producteur, il préfère toujours les gros gisements à faible teneur parce que son investissement pour développer la mine peut être étalé sur un plus grand nombre d'années et permettre de dégager des profits rapidement et de façon plus linéaire. Tandis qu'un petit gisement, là. Oui. Fait que, ben, en fait, ce que j'allais dire, c'est que c'est pour un gros producteur, lui, il cherche de la stabilité. Fait que c'est pas la concentration qu'il regarde, mais plutôt la concentration sur un large étendu, comme vous dites. Exactement. Okay, ce qu'on pourrait traduire par la beaucoup. durée de vie de la mine. Hein? Plus ta durée de vie va être grande, plus tu as de risques ou de possibilités de générer des profits parce que ton étalement de l'investissement se fait sur un grand nombre d'années. Alors, ça ne va pas percevoir, si vous voulez, une grande partie des profits à chaque année. La teneur de production, maintenant, je vous demanderai de porter attention à la teneur de production et non pas d'exploration. La teneur de production moyenne observée dans le monde pour les sulfures. Dans le nickel, c'est environ 0,12%. Dans le cuivre, c'est environ 0,34%. Dans le cobalt, c'est environ 0,01, c'est-à-dire 15 millièmes de 1% dans le cobalt. Le cobalt, quand vous avez plus de 100 parties par million, vous êtes en business. Et je vous rappelle que 10 000 parties par million équivalent à 1%. Donc, quand vous avez 100 parties par million, vous avez 0,01%, c'est-à-dire 1 centième de 1%. Alors, ceci étant dit, avant de rentrer vraiment dans l'interprétation des résultats de Surimo, je serais tenté de vous prendre un exemple concret, un exemple que tout le monde peut mesurer via Internet. Je prendrais le gisement Julimar, qui appartient à Chalice Mining en Australie. Okay. Ce gisement-là a environ 2 ans d'avance sur nous. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on a acquis la propriété Surimo en mai 2020, Julimar était déjà travaillé depuis 2018. Mais on voit la progression. Au moment où on se parle, Julimar a complété, c'est-à-dire Chalice a complété environ 300 forages sur Julimar, qui est un corridor de sulfure minéralisé, tout comme Surimo, de 28 km de long. Et ils se sont concentrés sur une cible qui s'appelle Julimar de 1,6 km. Okay? Alors, nous, notre corridor, pour l'instant, est de 20 km, mais la cible est de Victoria West est de 6 km. Et ils en sont venus à publier un calcul de ressources. C'est là que l'exemple prend son importance. Dans une section de 1,6 km de long, ils ont déterminé 330 millions de tonnes avec des teneurs de 0,16% nickel, 0,10% cuivre, 0,016% cobalt et 0,9 grammes par tonne de palladium équivalent, c'est-à-dire un combiné de or, platine et palladium mis ensemble. Alors, jusqu'à maintenant, bien que Surimo ait seulement réalisé 28 forages, on voit que les résultats s'alignent beaucoup
avec ceux présentés par le projet Julimar. Tout comme Surimo, Julimar montre de larges horizons à faible teneur avec de multiples zones enrichies. Et c'est ce qui est la beauté de Surimo et surtout le dernier communiqué qui prouvait à nouveau qu'il y a certaines zones enrichies et avec le temps, on va pouvoir mieux les définir et on va avoir une meilleure idée. Donc, si on retient, avant d'aller plus loin, si on retient que les teneurs moyennes mondiales, non pas d'exploration, mais de production, c'est-à-dire que ça inclut toutes les zones stériles, sont généralement de 0,12% nickel, 0,35% cuivre et 0,015% de cobalt dans les sulfures. Alors, ceci étant dit, on peut regarder les teneurs de Surimo et parmi ce qu'il y a de plus impressionnant au niveau des épaisseurs. À date, on en a plusieurs, mais il y en a 3 qui peuvent retenir notre attention. D'abord, sur 111 mètres d'épaisseur, on a traversé des teneurs de 0,17% nickel et 0,014% cobalt. C'est quand même, pour ce seul résultat-là, c'est quand même très bien aligné avec Julimar. Dans une épaisseur de 107 mètres maintenant, on a obtenu 0,15% nickel et 0,011% cobalt avec une section enrichie de 0,22% nickel et de 0,019% cobalt sur une épaisseur quand même assez costaude de 14,4 mètres d'épaisseur. Et peut-être la dimension la plus impressionnante, sur 119 mètres d'épais, on a obtenu une teneur de 0,13% nickel, ce qui est, si on veut être honnête, ce qui est en dessous d'une moyenne observée dans le projet Julimar de Chalice, mais qui est quand même très importante parce qu'il faut toujours avoir en mémoire qu'un gisement polymétallique, de par le fait qu'il a plusieurs éléments, peut se permettre d'avoir des teneurs un petit peu plus basses parce qu'il va y avoir un grand nombre d'éléments qui vont en sortir et qui vont enrichir la valeur, en fait, le retour sur investissement pour un éventuel producteur. On a aussi des teneurs qui sont quand même assez intéressantes. Peut-être celle qui retient le plus mon attention, c'est 0,16% de nickel sur 170,5 mètres d'épaisseur, dans laquelle on retrouve 2 sections enrichies, notamment le 3,46% de nickel plus 0,04% de cobalt sur 1,5 mètres. Mais l'autre zone enrichie un peu plus profonde, c'est 0,54% de nickel et 0,014% de cobalt sur une épaisseur de 12 mètres. Donc, ces zones-là montrent qu'il y a de multiples zones d'enrichissement dans une très large enveloppe à faible teneur. Mais faible teneur ne veut pas dire négligeable ou non économique. Faible teneur, il faut le prendre parce que c'est une expression qui nous dit que faible teneur est dans une enveloppe généralement très, très large, comme on le voit, et qui permet un développement quand même très encourageant dans l'avenir. Je vous rappelle aussi que le cuivre et le zinc sont très présents sur Surimo, ne sont pas en reste. Et je retiendrai parmi les meilleurs résultats, on retrouve quand même 0,43% cuivre et 1,63% zinc sur une épaisseur de 5,5 mètres. Et il y a aussi 0,94% cuivre et 4,07% zinc sur 60 cm, ce qui donne quand même un peu plus d'un pied d'épais. Alors, tout ça pour dire que les teneurs de Surimo, pour l'instant, demeure quand même très encourageante pour l'équipe de Ranford.
et mérite une attention particulière dans ce contexte-là. Maintenant, ne sont pas en reste pour, si on veut établir des comparaisons avec l'ensemble des gisements dans les sulfures découverts dans le monde. Et je vous rappelle toujours que les sulfures sont synonymes d'un nickel de très, très grande qualité. Le nickel, comme vous le savez, la fabrication des batteries, l'ingrédient numéro 1 est le nickel, auquel chaque compagnie qui produit des batteries a sa petite recette particulière. Vous avez nickel, lithium, nickel, cobalt, vous avez nickel, ion enrichi. En fait, chaque compagnie a sa petite recette, mais c'est toujours le nickel qui demeure fondamentalement la base de la recette. Et pour aller vers les véhicules électriques, puis quand on dit véhicules électriques, ça englobe beaucoup plus. Ça englobe évidemment non seulement les véhicules, les automobiles, mais on parle aussi de camions. On parle aussi en dehors de ça de tondeuses. Il y en a plusieurs centaines de millions. On parle de souffleuses. On parle même d'autobus. On parle de camions plus lourds. On parle aussi des satellites. Il y en a quand même 70 000 et ils ont tous besoin d'une batterie longue durée. Un satellite a généralement une durée de vie de 20 ans. Et la batterie doit, malgré les capteurs solaires, la batterie doit être assez forte et assez robuste pour avoir cette durée de vie-là. Donc là, on parle d'un nickel dans les sulfures. Et c'est ça la beauté du projet Surimo. Est-ce que vous diriez que c'est... en fait, un autre filon qui me vient à la tête, c'est probablement une des raisons pourquoi on voit autant de grosses compagnies américaines là, qui décident à cibler le Québec pour venir s'installer ici pour ouvrir des usines pour bâtir des batteries. Est-ce que, veut pas, le Québec devient un endroit idéal ou un endroit, dans le fond, pour... C'est sûr que à ce jour, on ne peut pas présumer de ce qui peut se découvrir plus tard, mais à ce jour, je vous dirais que dans les métaux critiques et stratégiques, la Saskatchewan, l'Ontario et le Québec sont parmi les trois principales provinces. Maintenant, c'est sûr qu'en Colombie-Britannique, il y a aussi des dépôts polymétalliques, métaux critiques et stratégiques, ce qu'on appelle les métaux batteries. Donc, je pense que dans l'ensemble du Canada, c'est une place, évidemment, où on peut devenir des leaders mondiaux. Alors, ça, c'est certain. Maintenant, vous savez peut-être que la semaine dernière, le président des États-Unis a signé une nouvelle convention pour déterminer les métaux critiques et stratégiques et en ajouter de nouveaux, notamment le lithium et le graphite. Je vous rappelle que l'avant-dernier communiqué de Rainford indiquait qu'on avait un peu plus d'une quinzaine de cibles de lithium qu'on n'a pas testé encore, mais qu'on va recevoir, qu'on va, c'est-à-dire donner une attention particulière dans les prochains mois. Les cibles de lithium sont définies à travers ce qu'on appelle des dikes de pegmatite. Donc, ces dikes-là, au fil de nos travaux, ont été identifiés par les géologues. Il y a probablement beaucoup plus de cibles de lithium sur Surimo, mais ce que les géologues avaient remarqué, c'est un peu plus d'une quinzaine de cibles. Surtout dans le secteur immédiat de Victoria West. C'est ça qui s'en vient intéressant, puis pas pour tomber dans la politique qu'on entend tous les jours avec ce qui se passe en Ukraine, mais tu sais, ça a eu un impact que là, tout d'un coup, il y a certains pays qui étaient des producteurs. Ben là, il y a un remaniement, puis un petit peu plus, je ne sais pas si vous pouvez confirmer ça, mais un peu plus une mentalité protectionniste, au moins rester dans le même continent pour s'assurer nos besoins. Effectivement. Avec le conflit ou l'invasion de la Russie en Ukraine, je dirais que ça fait réfléchir quand même la majorité des pays occidentaux sur leurs approvisionnements énergétiques, de même que les approvisionnements de métaux et minéraux stratégiques et critiques.
Donc, évidemment, ça augmente, si vous voulez, le besoin de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement. Et évidemment, ben, le Canada étant un pays très stable politiquement, c'est une source qui est appelée à se développer davantage. Puis, point de vue pour le Québec en tant que tel, parce que vous avez une longue, longue carrière dans le domaine, euh, comment vous sentez que en ce moment, le côté politique du Québec, est-ce qu'il y a comme un changement tranquillement, parce qu'on parle de la politique, alors c'est toujours un changement très lent, mais un retour à faire des investissements, aller pousser vers ces ressources naturelles qu'on parle? On voit effectivement un changement. Et effectivement, Jean-Michel, il est très lent, mais il est encourageant. On voit qu'il y a un développement dans le secteur de Bécancour euh, lié et associé au développement des métaux critiques et stratégiques qui prend de plus en plus, là, qui se concrétise davantage de semaine en semaine et de mois en mois, grâce justement à une ouverture du gouvernement du Québec et ou des pouvoirs politiques. Alors oui, on voit la même chose en Ontario, on voit la même chose un peu partout là, dans les pays occidentaux, mais effectivement, c'est ce que ça prend pour que l'industrie se développe dans les meilleurs contextes possibles et évidemment dans les meilleurs cadres environnementaux possibles aussi. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à, ben, monsieur, madame, tout le monde a tendance à oublier, mais il y a des villes entières qui survivent et qui, par des gisements minéraux, tu sais, si on prend l'exemple comme vous êtes à Renfrew, c'est proche de Val-d'Or puis Malartic, Exact. ben, ces villes-là, mais il y a beaucoup d'emplois qui sont créés par les mines, mais aussi pour tous les services autour. Alors, c'est comme, ça fait partie de l'économie québécoise. Oui, c'est l'économie la plus forte à la grandeur du Canada. Et je dirais la même chose au niveau du Québec. Évidemment, c'est l'économie numéro un sans conteste en Abitibi et dans certaines autres régions comme la Côte-Nord. Euh, L'économie minière est quand même omniprésente dans notre vie hein, de tous les jours parce qu'on peut rien faire sans les métaux. On peut, là, à la limite, là, se passer de pétrole pour, par exemple, une personne qui habiterait à faible distance de tous ses besoins, hein, épicerie, pharmacie, enfin, toutes ces choses-là. Oui, il peut marcher, le vélo, mais on peut jamais se passer de métaux. Autant là, pour s'habiller, pour jouer, pour manger, Pour pour communiquer. apprendre, communiquer, effectivement, tout est métal. Il me semble Alors, qu'on est vraiment, tu sais, ça fait bizarre à dire, mais on est vraiment dans un temps excitant quand ça arrive à les métaux stratégiques, euh, l'exploration minière. Moi, j'ai pas grandi avec cette, comment je peux dire, cette connaissance ou compréhension. C'est quelque chose que j'ai acquis en vieillissant. Mais vraiment, avec tout ce qui se passe dans les nouvelles, tout ce qui se passe géopolitiquement, tout ce qui se passe avec la technologie et la vision des compagnies à long terme, vraiment, il me semble qu'on est vraiment... C'est un temps excitant là, pour ce domaine. tout à fait, tout à fait. On est à la croisée des chemins. Maintenant, ben, ça m'ouvre quand même un petit peu une porte, Louis-David, dans la mesure où euh, tous les ingrédients qui peuvent encourager une compagnie, peu importe là, quelle compagnie dont je parle, mais dans ce cas-ci, je parle de Renfrew, tous les ingrédients d'encouragement sont là pour développer davantage sur IMO, sur le terrain. Par contre, ce développement-là n'est pas suivi sur le marché. Et ben, je dirais que parmi les analyses qu'on peut faire, c'est évidemment le manque de connaissance de la population en général vis-à-vis sa plus forte économie. Alors, c'est malheureux, mais je dirais que pas loin de 90% des Canadiens n'ont aucune connaissance minière, Ouais. même minimale.
Et c'est pas enseigné dans les écoles. Et c'est ce qui fait que l'industrie traîne toujours de la patte dans son ensemble. Et ça inclut Renfrew. Mais c'est pas parce que Renfrew se transige autour de SSM que le projet Surimo a cette valeur-là. C'est uniquement par méconnaissance, par manque d'intérêt. On voit des bulles d'excitation au cours des 20 dernières années qui étaient d'un total illogisme parce que ça amène rien à l'économie. Là, on pense à la bulle cannabis, à la bulle immobilière. Ça amène rien à l'économie en général et on fait des efforts considérables dans l'industrie minière pour justement rattraper là, ce manque de connaissances-là. Ben, je trouve que ce qui arrive aussi, vu qu'on a beaucoup plus de présidents, par exemple, je vais prendre Elon Musk parce que je trouve que c'est quand même quelqu'un qui est polarisant. Et avec sa compagnie Tesla, avec SpaceX, c'est évidemment, vu qu'on a des présidents de compagnies comme ça qui sont polarisants, ils amènent une certaine visibilité à ces minéraux-là. Une visibilité que j'espère va se traduire dans l'exploration minière parce que, veux pas, ils ont besoin de ces minéraux-là. Et Oui, c'est la beauté de la chose. C'est pour ça que je pense, comme je reviens à dire, je pense que ça me semble être un temps excitant. Et ça me semble surtout être le temps de regarder des compagnies comme Renfrew. Euh, et ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup sur les forums, sur Internet. Puis peut-être vous pouvez me corriger sur ça, mais quand on investit dans une compagnie en exploration minière, il faut s'attendre qu'on est là à long terme. Et surtout, des fois, je lis les commentaires, les gens, ils s'attendent à rentrer dans une compagnie à 4, 5, 7 sous. Ils s'imaginaient que dans 2, 3 mois, on va être rendu à 1 $. Euh, et là, surtout, après ça, ils se mettent à regarder ça en niveau de rendement, sont super déçus. Mais moi, c'est le message que j'essaie toujours de pousser, que ce soit à mes amis, à nos auditeurs ou qui que ce soit. Quand tu investis à long terme, là, quand on regarde Renfrew, ou du moins on regarde la compagnie Chalice, comme vous avez mentionné, si on passe de 7 sous là, à 2 là, que ça soit sur 10 ans, là, faites notre calcul, là, c'est énormément de rendement, ça. Et c'est pour ça que c'est exactement. important, en tout cas, du moins, à mon avis, d'être là à long terme, parce que c'est vraiment là qu'on va voir les full retours là, sur notre argent ou notre investissement. Effectivement, quand on investit dans l'exploration minière, on doit y aller de façon, en fait, on doit y aller pour le long terme. Donc, cette partie-là de ton commentaire est exacte. Par contre, euh, dans certains cas, il y a un développement rapide. Et on peut pas dire que c'est une normalité, mais quand tu as un projet solide, le développement va donner des rendements rapides. OK? Tout ce que ça prend, c'est la bougie d'allumage, qui pour l'instant n'est pas observée dans Renfrew. Mais si on regarde le cas particulier de Chalice, qui se transigeait dans un horizon de 4 à 8 cents et qui a touché 11,47 $ au mois de juillet 2021, Wow. mais quand on regarde la séquence comme il faut, c'est un stock qui, on pourrait dire, là, je ne veux pas être impoli, là, mais c'est un stock qui végétait quand même. Et lorsqu'ils ont découvert Julimar euh, avec un corridor euh, minéralisé de sulfure très fortement magnétique, ils en ont fait l'annonce et ont commencé à développer les travaux sur une portion qu'on appelle Julimar, c'est-à-dire la cible Julimar, qui a 1,6 km de long. Ben, on a vu le stock commencer à prendre de plus en plus de vigueur. Maintenant, la grande différence entre nous deux, si on peut prendre cette expression-là, c'est que en Australie, de façon générale, la population en général euh, reconnaît la valeur de son industrie minière, ce qui n'est pas le cas ici. Et c'est malheureux. Parce que en termes de producteurs, en termes de pays producteurs, le Canada et l'Australie sont nés à nez au 7e rang. Mm. Et il y a une certaine ignorance. Hein, on ignore tout l'apport de l'industrie minière au Canada, alors que et le Canada inclut tout le temps le Québec. C'est-à-dire le Québec est toujours inclus dans le Canada. Et en Australie, c'est quelque chose qui est beaucoup moins perceptible. Il y a une certaine fierté en Australie à l'endroit de l'industrie minière.
Donc, les choses se sont passées beaucoup plus vite en termes de rendement sur le marché boursier. Si on regarde plus près ici, on a Nouveau Monde Graphite, qui quand même est parti lorsqu'ils ont commencé à développer leur découverte au nord de Saint-Michel-des-Saints. On parle au tout début, c'était quand même un horizon de 10 à 20 cents l'action. Ils ont quand même touché 27 l'an dernier. Alors, je ne veux pas dire que c'est une normalité, puis il faut faire attention, mais oui, c'est pour le long terme. Par contre, lorsque la bougie d'allumage est en place, les choses vont relativement vite, surtout quand vous avez un projet comme Surimo, qui est par sa taille, on peut pour tout de suite faire abstraction des faibles teneurs, sachant en même temps et parallèlement que ces faibles teneurs-là ont des zones enrichies qui sont quand même assez robustes. Et dans ce contexte-là, sans affirmer ou confirmer des choses, Surimo demeure toujours un des beaux projets en développement, non seulement au Québec, mais au Canada actuellement. Il y a quelque chose d'assez intéressant qu'on oublie toujours quand on parle des compagnies comme Ranford, des compagnies comme moi, caractérise quasiment comme des PME. C'est des petites moyennes Oui, entreprises. tout à fait. Et puis, parce que j'aime pas le terme des penny stock ou des juniors. Je trouve ça toujours très péjoratif. C'est péjoratif, insultant à la limite, et c'est un manque de connaissances. Quand on parle que c'est des PME, moi, je pense que ce serait quelque chose au Québec qu'on devrait vraiment faire un effort de brander, de faire une image de marque, de dire que c'est pas pas des juniors, c'est pas des juniors en exploration. Non, c'est des PME parce qu'ils font le travail d'une PME. C'est qu'il y a une accessibilité, comme si un de nos auditeurs, quelqu'un qu'on connaît, on dit moi, j'aime beaucoup Ranford. Tu fais tes devoirs. Puis, si tu décides d'en acheter, tu as un avantage, c'est que tu peux communiquer avec quelqu'un du management relativement facile que tu ne peux pas faire dans des compagnies plus grosses. Puis quand on parle plus grosse, je ne veux même pas prendre un géant comme Tesla ou Guru. Essayer de parler avec Carl Goyette, c'est rendu impossible. Là. Puis le stock il trade à quoi? 14? Non, je pense que c'est autour de 12 ou 13. 12-13 $. Mais parler avec quelqu'un comme moi si je veux investir dans Ranford. Puis là, je dis, OK, je reçois mes communiqués de presse, je fais mes travaux. Puis là, je suis pas sûr de comprendre. Mais je peux écrire à quelqu'un qui travaille pour la compagnie, qui n'est pas nécessairement un représentant aux investisseurs ou qui peut l'être, mais qui va me répondre, me dire, mais tu sais, Jean-Michel, ça veut dire ça. Puis voici pourquoi que nous, on pense qu'on est bien placé. C'est une grosse plus-value, ça. C'est ce que recommande Mme Brewster à chaque présentation qu'elle fait. Faites vos vérifications. Puis, évidemment, on répond aux appels. Lorsqu'il y a des demandes spécifiques, soit en français ou en anglais, Mme Brewster et moi-même, on se partage à tour de rôle la responsabilité d'y répondre. Et précisément de mon côté, ben moi, il n'y a aucun appel qui est mis de côté. On répond à tous les appels. C'est un devoir pour une société comme Ranford. Et à nouveau, je me répète, tôt ou tard, le travail qu'on fait depuis plusieurs années, le travail qu'on fait aujourd'hui, celui qu'on va faire demain va être reconnu. Et évidemment, Madame Brewster a une approche qui est systématique, c'est une des plus belles approches que j'ai vues dans toute ma carrière. C'est une femme qui maintient le cap et qui met tout sur la table. Donc, c'est pas quelqu'un qui a une approche promotionnelle un peu dérangeante. Madame Brewster a une approche très systématique, très clean. Comme vous d'ailleurs. Ouais, bon, merci. Mais c'est aussi, on le voit aussi dans le nom parce que, puis ça, je trouve ça très responsable quand on prend Ranford Resources ou Ressources Ranford, c'est qu'il n'y a pas eu un jeu sur nous, on va aller chercher des dépôts aurifères ou juste du lithium
Non, parce que c'est une honnêteté de dire on a ce terrain, on ne peut pas nécessairement savoir d'avance c'est quoi les teneurs, les résultats, et aussi, dans votre cas, vous ne limitez pas à une chose. Il y en a que souvent, ils choisissent leur nom suivant la commodité qu'ils Oui, visent. ouais. Effectivement, il y a eu une opportunité de mettre la main sur un immense bloc de claims miniers qu'on appelle Surimo. Et cette opportunité-là, Mme Brewster n'a pas hésité très longtemps. Hein. Elle a vu, parlé avec ses géologues et pris une décision. Puis c'est une décision qui s'avère être la meilleure qu'elle aurait pu prendre. Maintenant, comme toujours, depuis le jour 1 où j'ai joint les rangs de Ranford, Mme Brewster a toujours dit, on va d'abord se concentrer sur le terrain et quand on aura des choses à dire, on fera un peu plus de promotion. Et c'est exactement le plan de match qu'elle a respecté. Et on commence, là, je veux dire, depuis quelques mois, on commence à faire un peu plus de promotion avec les budgets qu'on a. Parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus tentant de mettre de l'argent sur le terrain plutôt que promotionnel, mais on fait un mix entre les deux, puis on avance. Les choses se construisent toujours de plus en plus solides chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année avec Renfrew. C'est très prometteur. Ben, écoutez, Oui. Moi, écoutez, merci beaucoup pour avoir pris le temps de nous parler, pour nous éduquer, nous faire comprendre un peu plus une fraction, une parcelle de qu'est-ce qui contient le monde minier comme puis la situation de Surimo. Fait que merci beaucoup. Non, c'est très apprécié, M. Girard. Puis je vais vraiment vous le dire. Tu sais, quand je me le fais expliquer, puis, et surtout quand je comprends quelque chose que d'ailleurs j'ignorais, parce que beaucoup de compagnies ils vont te dire forte teneur ici, forte teneur là, mais c'est tellement logique de connaître maintenant qu'une compagnie, quand on veut mettre une mine, on veut aller en production, ça prend vraiment, c'est la quantité, la largeur de la quantité qui est important, surtout la stabilité. Sérieux, ça me fait regarder les choses totalement différemment et je l'apprécie. Merci beaucoup.